Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Delphine François-Philippe Boisserolles de Saint-Julien, Cadre juridique et conséquences humaines d'un plan social 2007. Clément Desbeaux, La gauche plurielle à l'épreuve de la mondialisation 2007. Éric Sommier, Essai sur la mode dans les sociétés modernes 2007. Guy Caro, De l'alcoolisme au savoir-boire 2007. Richard Sidbon, Une réponse juive à l'anarcho-capitalisme, judéo-économie 2007. David Sadoulet, La coopération au développement en France. Réforme et modernisation de l'État 2006. Sylvie TROSA, Pour un management post-bureaucratique 2006. Jean Laurin du Partage 2006. Francis Jorgui Berry, Questions nationales et mouvements sociaux en Pays Basque Sud 2006. Gérard Namer, Réinventer en France les principes d'une nouvelle démocratie solidariste 2006. Roger Vico pour une sécurité de gauche 2006. Joachim de DREUXBREZE, Femme, ta féminité fout le camp. Sur une lecture masculine du deuxième sexe 2006. Lazare Belac sous la direction de Armes légères, Syndrome d'un monde en crise 2006. Jean-Loup Chaplet, Les politiques publiques d'accueil d'événements sportifs 2006. Bernard Salengro, Le management par la manipulation mentale 2006. Yves Montenay, Retraite, famille et immigration en France et en Europe 2006. Jacques Miard, La France dans la guerre de l'information 2006. Daniel IAGOLNITZER, Lydie KOCHMIRAMOND, Vincent Rivasso dire La science et la guerre, la responsabilité des scientifiques 2006. Avertissement. Le débat public a été l'objet de 2 lois. Il donne du souci aux politiques et est ausculté par une légion de sociologues. Le sujet est donc important, et l'objectivité de rigueur. C'est facile à écrire dans une introduction, beaucoup moins à ériger en ligne de conduite permanente. À la page suivante, vous allez entrer dans le factuel, la narration du débat public Flamanville 3, sur le projet de nouvelle construction de centrales nucléaires dans le Cotentin. À quelques omissions ou imprécisions près, vous avez la garantie que l'histoire s'est effectivement passée ainsi. Tous les jugements de valeur, les commentaires, les tentatives d'explication sont renvoyés dans la seconde partie. L'objectivité ne peut plus être garantie, elle est remplacée par la recherche de la plus grande honnêteté possible. Vous y trouverez tous les éléments de contexte et d'analyse nécessaires pour décoder vous-même ce jeu subtil, et le comportement parfois incompréhensible des acteurs. Toutes les sources qui ont servi à la rédaction de ce livre ont été rassemblées dans un site internet accessible à l'adresse suivante. http://public-atomis.free.fr. L'histoire. Prologue. Il y a encore 10 ans, tout le monde connaissait au moins quelqu'un d'EDF. Le releveur de compteurs, la dame à qui on allait payer ses factures en liquide. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Les seuls contacts se font par l'intermédiaire de centres d'appel impersonnels et aseptisés. Peut-être un beau-frère ou un cousin permettent-ils encore de maintenir le contact avec l'entreprise préférée des Français. Quand le contact direct est rompu, il reste quelques images. 1 qui bosse, 3 qui regardent, le comité d'établissement le plus riche de France, les bons petits gars qui vont remettre le courant au fin fond de la Lozère après la tempête. Quelques qualificatifs viennent utilement compléter la description. Fonctionnaire, au moins jusqu'à la privatisation, et nucléocrate, plaisant néologisme formé à partir de nucléaire et de technocrate. Nucléocrate, c'est sûr qu'EDF l'est. 58 centrales nucléaires en fonctionnement, 80% de la production d'électricité française, le plus beau parc du monde. La première unité a été mise en service en 1977, la dernière en 1999, et depuis plus rien.
Ceux qui ont construit les premières centrales n'ont qu'une seule envie, remettre ça. La dernière centrale n'était pas encore mise en service que le lobby nucléaire 1 avait déjà un nouveau modèle dans les cartons. Depuis environ 10 ans, un projet de nouvelle centrale nucléaire est donc en gestation. L'accouchement fut très long pour plusieurs raisons. D'abord, la France n'avait pas besoin d'électricité, car les prévisionnistes d'EDF et de ses ministères de tutelle avaient vu large dans les années 80. Ensuite, la situation politique ne s'y prêtait pas, influencée par les alternances du pouvoir, des élections trop rapprochées et les socialistes très divisés sur la question du nucléaire. Quand la droite est revenue solidement au pouvoir après le savoureux plébiscite de Jacques Chirac en 2002, le lobby a eu un frisson de plaisir. Madame Fontaine, la ministre de l'Industrie de l'époque, a fait le premier pas en lançant un débat national sur l'énergie. Les dés étaient-ils pipés ? Les grandes questions de société n'intéressaient-elles plus les Français ? Toujours est-il que ce grand débat a eu peu de retentissement et n'a donné lieu qu'à de molles déclarations d'intention. Les opposants au tout énergie et au tout nucléaire ont crié au scandale et à la manipulation, ce qui leur a évité de mettre en évidence les faiblesses et les contradictions de leurs argumentaires. Malgré un rapport quelque peu nuancé établi par 3 sages à l'issue du débat, Madame la ministre a conclu qu'EDF devait lancer au plus tôt la construction de cette nouvelle centrale nucléaire. Cette déclaration a évidemment été accueillie comme il se devait dans les rangs d'EDF, mais elle n'était pas encore politiquement opportune. Une fois de plus, les services d'EDF chargés des études ont rangé les dossiers dans les armoires en attendant des jours meilleurs, ça devait bien faire la 5e ou 6e fois. Quand M. Devedjian est devenu ministre de l'Industrie en 2003, il a relancé l'idée. Les dossiers ont été ressortis, avec cette fois un très gros espoir car toutes les conditions favorables étaient enfin réunies. Les parlementaires travaillaient même sur un projet de loi sur l'énergie, où l'engagement d'une nouvelle unité de production électronucléaire y figurait explicitement. Pendant ce temps, Areva réussit enfin à vendre une centrale nucléaire en Finlande. Le lobby en fut tout déconcerté. Personne n'imaginait que le premier exemplaire du futur fleuron de l'industrie française puisse être construit ailleurs que sur le sol national. À EDF, cette nouvelle a été bien accueillie mais avec un peu d'inquiétude, car les situations inédites et non prévues ne sont pas très appréciées dans ce monde d'ingénieurs. Cette centrale finlandaise a quand même conforté EDF dans son espoir d'avoir rapidement la sienne. Ce genre de matériel ne se vend pas comme des yaourts. Si la France ne se décide pas rapidement à en construire une chez elle, ça ferait désordre. Pour préparer cette future centrale, les grands chefs d'EDF nommèrent un directeur de projet débat public. Ce fut une grande surprise. Comme le disait un ingénieur, on demande les autorisations auprès de l'administration, il y a des enquêtes publiques, on obtient les autorisations. Ensuite on construit, ça fonctionne comme ça depuis toujours, je ne vois vraiment pas à quoi pourrait servir un débat public. Renseignement pris, il s'agit d'une obligation réglementaire, émanation de la loi démocratie de proximité, qui vient en amont de toute autre démarche. En résumé, pas le droit de sortir le moindre bulldozer tant que le débat public n'est pas terminé. Il faut débattre avec ceux qui le souhaitent de tous les aspects du projet, y compris son bien-fondé. Ces informations glanées sur le web ou auprès des juristes de l'entreprise n'ont pas enthousiasmé les foules habituées à la concertation à l'ancienne. Les plus optimistes pensaient que ça ne serait qu'une perte de temps. Seuls quelques mauvais coucheurs tentaient d'expliquer que l'époque de la construction à marche forcée des centrales nucléaires était révolue, et qu'il était maintenant normal de s'expliquer en mettant en place la concertation avant de commencer la réalisation du projet. Ils citaient même des débats publics, qui avaient largement contribué à faire capoter le projet comme celui du 3e aéroport de Paris, ou plus inquiétant encore celui de la ligne électrique à très haute tension dans la vallée du Verdon. Voilà quel était l'état d'esprit à la fin de l'été 2004. Le directeur de projet avait tout de suite compris que le débat public serait une épreuve délicate pour l'entreprise qui n'est pas habituée à affronter la controverse, ni à dialoguer avec le public. La première tâche de son équipe fut de rassembler le maximum d'informations sur le débat public, d'abord de comprendre son intérêt et son mode de fonctionnement.
Leur première découverte fut le contresens sur la signification du mot. Conditionné par les débats télévisés, il nous faut un vainqueur. Tout le monde se souvient de Giscard Mitterrand, dont le gagnant fut M. Giscard d'Estaing. Vous n'avez pas le monopole du cœur. De Giscard Mitterrand II, qui s'est terminé 7 ans plus tard par la victoire sans discussion de M. Mitterrand et le au revoir de M. Giscard d'Estaing. Pour le débat public, pas d'examen de passage. Le législateur est revenu au sens premier du mot. On débat signifie on en cause, on échange courtoisement arguments et contre-arguments. Il n'y a pas de perdants, mais que des gagnants. Chacun a progressé et s'est enrichi des connaissances et de l'expérience de l'autre. Le débat public est défini par 2 lois. D'abord la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement dite Barnier, qu'il a instituée en 1995, puis la loi sur la démocratie de proximité en 2002 qui en a précisé le fonctionnement. L'organisation et le suivi des débats publics sont confiés à une commission indépendante, la Commission nationale du débat public, CNDP. Elle doit être saisie de tous les projets importants. Il y a plusieurs critères. Le plus significatif est financier. La saisine de la commission est obligatoire si le montant prévisionnel de l'investissement est supérieur à 300 millions d'euros. Le débat dure 4 mois et est basé sur des réunions publiques auxquelles tout le monde peut participer. Il s'appuie sur un dossier fourni par le porteur du projet, le maître d'ouvrage. Quand le dossier est accepté par la commission, le débat peut commencer. Il a bien fallu qu'EDF se fasse à l'idée qu'il faudrait en passer par là. Cela a ébranlé quelques certitudes. Heureusement, il en restait d'autres bien ancrées, dont le choix du site d'implantation de la nouvelle unité de production. De toute évidence, Penly, Seine-Maritime, était le meilleur choix technique. Dans les années 90, lors d'une embellie, EDF avait caressé l'idée de construire 4 nouvelles unités sur des sites déjà existants, 2 à Flamanville au bout de la presqu'île du Cotentin et 2 à Penly, entre Dieppe et le Tréport. Les travaux avaient commencé pour creuser les fondations. L'aventure fut de courte durée et les trous sont restés en l'état. Il était donc logique que la nouvelle unité soit installée dans un de ces trous. À Flamanville, il faudrait probablement construire une nouvelle ligne haute tension pour évacuer la production. Penly s'imposait donc naturellement comme le meilleur choix. Il ne restait plus qu'à rendre public le projet et à saisir la Commission nationale du débat public. Époque 1 été 2004, la préparation de la saisine. La Commission nationale du débat public se saisit avec une lettre du genre « En application de, et conformément à, j'ai l'honneur de soumettre à la CNDP le projet, etc. » et un dossier logiquement nommé dossier de saisine. Il doit contenir les données nécessaires et suffisantes pour que la Commission puisse déterminer si et comment le débat doit être organisé. Elle a 3 possibilités. Ne pas organiser de débat, en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou l'organiser elle-même. Quand l'enjeu du projet est important, c'est ce dernier choix qui est fait. Une commission particulière dédiée est alors nommée, CPDP, Commission particulière du débat public. Tout maître d'ouvrage qui a une haute opinion de lui-même veut convaincre la terre entière et en particulier la CNDP que son projet est le plus beau, le plus important, le plus compliqué et le plus utile que l'on puisse imaginer. C'est ainsi que la commission reçoit des dossiers tellement volumineux et incompréhensibles qu'elle n'arrive pas à y trouver la réponse à ce qu'elle cherche. Le projet mérite-t-il un débat de première, de seconde ou de troisième classe ? La CNDP conseille au maître d'ouvrage de faire une synthèse courte, en 4 pages maximum, précise-t-elle. Si par malchance, un membre de commission est surchargé, il peut gagner un temps précieux en ne lisant que cette synthèse. Ce n'est pas le seul avantage. Côté maître d'ouvrage, les techniciens du projet peuvent s'exprimer pleinement et sans trop de censure dans le dossier. Pendant ce temps, le porteur du projet rédige ses 4 pages en toute tranquillité. Et tout le monde est content. Il n'en reste pas moins que la préparation de la saisine est chose fort compliquée. La démarche logique et analytique, qui régit tous les actes d'un ingénieur correctement formaté, est appliquée. Quel est le problème ? Quels sont les textes qui régissent le processus ? Quelle est l'expérience accumulée ? Quelles sont les composantes de l'entreprise les plus aptes à répondre au cahier des charges ? Comprendre qui va prendre la plume. Quand toutes ces questions ont trouvé une réponse,
On peut alors s'atteler à la rédaction. Ensuite, la CNDP cadre un peu les tendances à l'inflation épistolaire du maître d'ouvrage. Les attendus sont également précisés tels qu'ils figurent dans le Code de l'environnement. Le dossier doit présenter les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire, article L121.1. Fort de ces indications, le rédacteur se sent néanmoins dépourvu. Ce n'est pas une procédure claire, juste quelques vagues indications. Il faut un guide, des exemples, un modèle de plan. Le secrétaire de la commission, qui en a vu d'autres, accepte alors généreusement d'ouvrir les portes de ses armoires et permet la consultation de dossiers déjà déposés. Projets de contournement autoroutier, de nouvelles lignes de TGV, d'extension de ports, de réacteurs à fusion nucléaire, de lignes à haute tension défilent sous les yeux ébahis des futurs rédacteurs. Ils ont tous un point commun, il faut s'accrocher pour les lire. On comprend alors tout l'intérêt de la synthèse, en 4 pages maximum. Dans ce dossier, il faut décrire le projet, mais aussi le justifier. C'est là que ça se gâte. Pourquoi EDF veut construire cette nouvelle centrale nucléaire ? La réponse à cette question n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. Un simple client contribuable pourrait penser que si l'on construit une nouvelle centrale nucléaire, c'est pour produire de l'électricité. Trop simple, voire simpliste. C'est en réalité beaucoup plus compliqué que cela, et la vérité n'est pas là où on l'attend. Pour preuve, il n'est écrit nulle part dans les documents du débat public que cette centrale servira à produire de l'électricité. Pourtant, elle en produira et même beaucoup, de quoi alimenter à elle toute seule une région de 1,5 million d'habitants. Les motivations d'EDF sont multiples. Garder la main, se préparer au renouvellement de ses centrales actuelles en continuant le nucléaire et faire plaisir à son actionnaire encore unique, l'État. À l'époque de la rédaction du dossier de saisine, le Parlement travaille en effet sur une loi d'orientation sur l'énergie qui prévoit explicitement la construction d'une nouvelle centrale nucléaire. Ce projet de loi est porté par le ministère de tutelle d'EDF, l'Industrie. Il confirme les choix énergétiques du passé en affirmant la nécessité de garder l'option nucléaire ouverte. Clairement, il s'agit de se mettre en mesure de pouvoir recourir largement au nucléaire quand il faudra commencer à remplacer les centrales existantes, vers 2020. La loi ajoute des objectifs ambitieux de maîtrise de la demande d'énergie et d'augmentation de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Voilà une aubaine pour justifier le besoin de cette nouvelle centrale, il suffit d'écrire que le Parlement l'a décidé, enfin c'est ce qu'un ingénieur peut penser. Cette loi qui sera promulguée à l'été 2005 servira de parachute lors de toutes les discussions délicates, mais elle empoisonnera le débat au motif qu'il ne sert à rien de débattre de quelque chose qui a déjà été décidé par la représentation nationale. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas le problème d'EDF, du moins pas encore. EDF peut donc rédiger sereinement le dossier de saisine en vantant les mérites de cette nouvelle centrale nucléaire concoctée par le lobby. Comme tout nouveau modèle de n'importe quel appareil ou machine, elle sera plus sûre, moins chère et plus respectueuse de l'environnement. Emportés par leur élan, les rédacteurs donnent une vision très techno sur l'avenir à 50 ans en expliquant comment on pourrait remplacer harmonieusement les 58 centrales actuelles par une quarantaine de nouvelles, tout en garantissant un kilowattheure sûr et pas cher. Le dossier tient de la profession de foi rédigée comme une notice de chaîne stéréo coréenne. Pour justifier la nouvelle centrale, l'idée de départ du lobby était d'affirmer que la logique la plus évidente, avant d'acheter une série, est d'en essayer un premier exemplaire. N'importe quel consommateur prudent agit de la sorte à l'époque de la foire au vin dans les supermarchés. Il se laisse séduire par les arguments du monsieur au tablier rouge, mais n'achète qu'une bouteille et la goûte. Si le vin est bon, il prend vite fait la camionnette, tant qu'il en reste encore, pour pouvoir remplir la cave en prévision des besoins futurs. Les fonctionnaires du ministère de l'Industrie, probablement conseillés par leurs communicants, ont appelé ce premier exemplaire démonstrateur. Les Finlandais, avec leur décision d'achat clé en main d'une centrale complète du même type, prennent de vitesse tout le monde et compliquent l'affaire, car ce sont des gens qui, s'ils mettent longtemps à se décider, vont très vite ensuite. Leur installation sera mise en service au moins 2 ans avant sa demi-sœur française.
Les esprits chagrins ne manqueront pas de faire remarquer que le démonstrateur sera construit à Olkiluoto, au bord de la mer Baltique, face à la Suède, et non pas en Normandie face à Guernesey. Les chefs d'EDF, bien que déstabilisés par cette belle construction intellectuelle qui est abattue par les félons finlandais, rebondissent avec habileté. Le projet ne sera plus un démonstrateur, mais une tête de série. Tellement satisfaits par cette pirouette sémantique, ils baptisent le projet dans la foulée « Construction d'une centrale électronucléaire tête de série EPR ». À part une centaine d'initiés, personne n'y comprend rien, mais ce n'est pas grave puisqu'avec ce titre on voit bien que le projet est compliqué, important et sûrement utile. Personne n'a pensé que cette décision aurait des conséquences majeures sur le déroulement du débat public. Pendant ce temps, le feuilleton du remplacement du PDG d'EDF fait de plus en plus d'actualité dans la presse. Le successeur sera-t-il le sortant, M. Roussely, ou un autre ? Rien ne se décide en ces périodes troublées. Le ministère de tutelle est aux abonnés absents, et le candidat sortant évite toute action qui pourrait compromettre sa reconduction. D'autant plus que celle-ci s'annonce très délicate. M. Roussely est du bord opposé au pouvoir en place, et il semblerait que le Premier ministre ne l'apprécie guère. Aucune directive ne vient de la Direction générale pour saisir la Commission nationale du débat public du projet. Dans les semaines qui ont précédé l'affaire de la succession, plusieurs petites phrases dans les médias, confirmées par des bruits de couloir, laissaient penser que la cote de Penly baissait. Le président Roussely aurait même déclaré en interne que son site à lui, c'est Flamanville. Ces atermoiements commencent à énerver les techniciens, qui prennent des crampes à force d'être toujours dans les starting blocks. Pendant ce temps, une association s'est constituée pour soutenir le projet à Flamanville. Son nom, fort bien choisi, est évocateur, PROFLAM. Ses membres ont réalisé un volumineux dossier de candidature qui explique en long et large pourquoi le Cotentin est le meilleur choix pour EDF. Tout y passe, de la beauté des paysages jusqu'à une minutieuse énumération des compétences des entreprises de la région en matière de nucléaire. L'annexe, un gros classeur à lui tout seul, rassemble les signatures de plus de 300 industriels et artisans du nord de la Manche. On y trouve bien sûr de gros entrepreneurs de génie civil ou des tuyauteurs, mais aussi des artisans qui espèrent des retombées indirectes. Cette initiative déroute un peu les porteurs du projet à EDF. La situation est inédite, c'est la première fois qu'une instance représentative fait un tel acte de candidature. La première réaction est l'incrédulité. Ils ont tout faux, tout le monde sait que ce sera à Penly. N'empêche, en y regardant de plus près, PROFLAM n'est pas constitué de doux rêveurs. C'est un sous-marin de la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg. La CCI, déjà, ça impose. Et comme les Bas-Normands ont la réputation de ne pas plaisanter avec les affaires, cela renforce le sérieux de l'initiative. D'autant plus que derrière eux, il y a le député Gatignolles. Ce vétérinaire de formation a un charisme indiscutable, aidé par un physique et une magnifique chevelure blanche. Sa spécialité, c'est l'énergie, et dans la catégorie poids lourd, président de la commission énergie à l'Assemblée nationale et vice-président de l'Office parlementaire des choix techniques et scientifiques. Monsieur Gatignolles a su également mettre en formation de combat la totalité des élus du Cotentin, la droite bien sûr puisqu'il est élu de l'UMP, mais aussi la gauche. Ces informations rendent l'initiative de PROFLAM plus solide qu'il n'y paraissait à la lecture de leur dossier. Mais quand même, la candidature d'une région pour l'implantation d'une centrale nucléaire et à Flamanville en plus, c'est difficile à avaler. Le président Roussely y croit, lui, car il reçoit une délégation d'élus de la région de Flamanville avec PROFLAM en tête. Si cette information reste assez discrète dans la presse nationale, elle se répand quand même dans les autres régions qui verraient d'un très bon œil arriver la manne financière de la construction d'un nouveau réacteur. À Penly, il n'y a pas d'association qui tire les industriels, ni un Gatignolles qui tire les politiques. Ça serait plutôt l'inverse, avec Laurent Fabius qui prône haut et clair ses convictions anti-EPR, pour ne pas dire anti-nucléaire. Ceux qui sont pour restent campés sur leur certitude que Penly est le meilleur choix. D'ailleurs EDF le leur a si souvent répété. Cependant l'initiative cotentinoise inquiète,
Et le député de Dieppe aidé de quelques fidèles bricole en vitesse un dossier et demande une entrevue à Monsieur Roussely pour se porter candidat, on ne sait jamais. Pendant ce temps, la vallée du Rhône s'agite. Là-bas aussi, le nucléaire on connaît. Pierrelatte, Marcoule, la centrale du Tricastin en sont des hauts lieux. N'est-ce pas à Marcoule qu'on a produit en 1956 le premier KWH nucléaire ? Malheureusement, le site EDF est saturé, coincé entre le canal de Donzère-Mondragon et l'usine Eurodif, impossible de trouver la place pour construire une nouvelle unité. Mais le CEA possède encore d'immenses terrains au bord du canal, un peu plus au nord. Comme l'emploi est un peu en perte de vitesse et que la zone ne vit quasiment que du nucléaire, le dossier est vite monté par les politiques et les industriels locaux. Et voilà, comment EDF, qui ne demandait rien, se retrouve avec 3 candidats à l'implantation du nouveau réacteur. Il semblerait que pour les 2 premières hypothèses d'implantation, la construction de nouvelles lignes soit nécessaire mais relativement aisée à réaliser, tout du moins sur le plan technique. Pour la variante vallée du Rhône, la situation est plus compliquée car le réseau de transport d'électricité est congestionné depuis plusieurs années déjà, et la solution technique pour prendre en compte ce nouvel afflux de puissance n'est pas évidente. La nouvelle centrale produira, à elle seule, autant d'électricité que 2 unités de la centrale de Tricastin. De plus, l'actuelle usine d'enrichissement d'uranium de Pierrelatte s'arrêtera à peu près au même moment que la mise en service de la nouvelle centrale, encore l'équivalent de 2 unités de Tricastin dont il faudra évacuer l'électricité. Ça commence à faire beaucoup, d'autant plus que d'autres inconvénients plombent cette solution. EDF n'est pas propriétaire des terrains, ce qui rallongerait la procédure d'au moins 2 ans. Il faudrait mettre une tour de refroidissement, un détail de 300 millions d'euros, et le président de la région Rhône-Alpes a clairement manifesté son opposition au projet. 3 sites candidats, un projet qui démarre fort en Finlande, pas de président à EDF, voilà le résumé de la situation au 8 septembre 2004. Époque 2, automne 2004, la saisine. Comme pour toutes les nouvelles importantes à EDF, le personnel apprend par les journaux qu'il a un nouveau chef, Pierre Gadonnet. Les pleureuses ne se font pas beaucoup entendre dans les couloirs. Monsieur Roussely n'a jamais été vraiment accepté à EDF et sera oublié dès son départ. Gadot est mieux ressenti. Très longtemps directeur de Gaz de France, il est du sérail et fait bonne impression avec son air de père de famille et sa formation de polytechnicien. Monsieur Gadonnet est nommé, c'est une excellente nouvelle, mais pour les décisions que tout le monde attend, les compteurs sont remis à zéro. Il faut qu'ils prennent le temps de se mettre dans tous les dossiers plus urgents les uns que les autres. Les délégations des 3 sites candidats demandent bien sûr à être reçues par le nouveau président, et refont le même show que celui pour Monsieur Roussely. La durée de construction de la nouvelle unité est assez bien connue. Framatome ANP2 a largement communiqué sur le sujet pour la centrale finlandaise et annonce 5 ans entre le coulage du premier M3 de béton et la mise en service de l'installation. Cette durée peut sembler anecdotique, elle revêt cependant une très grande importance. Les sommes mises en jeu sont considérables, et elles commencent à être dépensées avant même le début de la construction. Cela signifie que pendant plusieurs années le promoteur du projet dépense de l'argent, sans qu'il soit compensé par les recettes de la production d'électricité. Ce petit désagrément est bien connu de ceux qui achètent leur maison sur plan. Avec un investissement de 3 milliards d'euros et 5 ans de construction, la somme immobilisée est très importante et il faut en payer les intérêts. On les appelle intérêts intercalaires, et leur influence est prépondérante dans le coût final du KWH, d'où la grande préoccupation pour que la durée de construction soit la plus courte possible. Si Framatome Amp tient le pari des 5 ans en Finlande, ce sera une performance tout à fait remarquable, de l'ordre d'une année de moins que pour les meilleures centrales précédentes. Pour ce qui concerne les lignes à très haute tension, les durées de construction sont assez faibles, de 1 à 2 ans selon la longueur. Les intérêts intercalaires n'ont donc que peu de poids. Par contre, la durée totale des projets est affolante. Il faut entre 7 et 15 ans entre le moment où l'on démarre le projet et la mise sous tension. La plus grande partie de ce délai est consacrée à la concertation. La variabilité du délai est liée à la plus ou moins bonne acceptation du projet localement. Des projets,
peuvent durer encore plus longtemps ou même être abandonnés devant une trop forte opposition souvent accompagnée d'un lâchage des politiques. Ces réflexions confortent les porteurs du projet à EDF que Penly est décidément la meilleure solution. Technique, ajoute-t-il, car il commence enfin à comprendre qu'une décision dépend de plusieurs paramètres dont la technique n'est que l'un d'entre eux. Ces sages précautions trouvent tout leur sens quand le conseil d'administration d'EDF réuni le 21 octobre 2005, donne enfin le top départ du projet et décide une implantation sur le site de Flamanville. À Cap-Ampère, le quartier général du nucléaire d'EDF à Saint-Denis, les noms d'oiseaux fusent. Seuls quelques petits malins y voient une décision stratégique à long terme d'une grande intelligence. La ligne construite pour la 3e unité de Flamanville 3 servira également à la 4e. La construction de lignes à très haute tension est une sinécure et les dernières expériences du RTE3 sont assez décevantes. Le grand traumatisme a été la fameuse ligne qui doit traverser le Verdon qui a donné lieu au second débat public en France. Ce projet est 8 années après, toujours en discussion et il n'est pas encore certain qu'il sera réalisé. Il a connu de nombreuses variantes, et celle qui a été retenue n'a plus grand-chose à voir avec ce qui était initialement projeté. Pendant ce temps, l'alimentation électrique de toute la région de Nice tient à un fil. Pire encore, la non moins célèbre ligne qui doit traverser les Pyrénées. EDF puis le RTE ont essayé de la faire passer à l'ouest, au centre puis à l'est. Personne n'en veut, et des politiques locaux qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition n'ont pas hésité à utiliser l'arsenal complet pour faire monter la pression, et ainsi promouvoir leurs propres intérêts au détriment de ceux de la collectivité, quitte à renier les institutions qui les ont portés au pouvoir. Personne n'ose le dire, mais cette absence de ligne coûte fort cher à la France qui ne peut honorer ses contrats d'exportation vers l'Espagne et le Portugal et qui paye de surcroît de très lourdes pénalités. Ces deux projets ont été torpillés lors du débat public. Jamais la situation n'a été aussi favorable pour la construction de cette nouvelle centrale à Flamanville. Implication forte de la quasi-totalité du monde politique local et régional, accord tacite des populations, gouvernement et représentation nationale pro-nucléaire, pas d'élection en vue à court terme. Par extension, cette situation est jugée tout aussi favorable pour la construction de la ligne qui se trouvera sur plus de la moitié de son parcours dans le Cotentin. C'est une occasion rêvée de préparer l'avenir sans le dire. Cette ligne dont la probabilité d'acceptation est forte à présent sera un problème de moins quand il faudra dans 10 ou 15 ans revenir dans la région pour vanter les mérites d'une 4e unité. Quels que soient les propos échangés dans les couloirs sur la haute stratégie d'EDF, le fait est là, ce sera Flamanville. Maintenant que la décision est enfin prise après tant de mois d'atermoiement, il faut aller très vite pour boucler le dossier de saisine. Il y a urgence, car il faut saisir la Commission nationale du débat public dans les règles en tenant compte du calendrier. La commission se réunit tous les premiers mercredis du mois. Il faut faire parvenir les documents 3 semaines avant la réunion, pour qu'ils puissent être pris en considération. Enfin, le 4 novembre 2004, 30 exemplaires d'un dossier de 50 pages qui a coûté plusieurs centaines d'heures de travail à des ingénieurs de haut niveau sont déposés à la Commission nationale du débat public, 6 rue du Général Camus à Paris dans le 7e arrondissement. Mettons à profit ce moment de pause qui va durer jusqu'à la prochaine réunion de la Commission nationale du débat public, pour revenir sur l'histoire du débat public. Jusque dans les années 70, les promoteurs de grands projets publics ou privés avaient la vie belle. La société était en pleine expansion, avide de consommer et de gagner du bien-être. On essayait d'aménager le territoire, mais sans trop se poser de questions et en se gardant bien de demander leur avis aux riverains. Tout projet qui amenait des emplois et contribuait au développement économique était bien vu et accepté a priori. Les quelques esprits chagrins qui se permettaient d'émettre des réserves étaient négligés. Cette situation de rêve a commencé à se dégrader avec le lancement du programme de construction des centrales nucléaires. Une opposition forte s'est développée autour de plusieurs sites de construction. Le gouvernement est passé en force et a réussi à imposer ses vues, mais ce combat a laissé des blessures qui ne sont toujours pas cicatrisées. C'était le signe que le modèle autoritaire commençait à se fissurer. Il fallait faire quelque chose. En 1983,
Les enquêtes publiques sont institutionnalisées par la loi Bouchardot, elles deviennent obligatoires pour tous les grands projets. Par exemple, pour la construction d'une centrale nucléaire, il y a une enquête publique préliminaire à l'obtention du décret d'autorisation de création et à l'autorisation de prise d'eau et de rejet. Ces enquêtes se déroulent alors que le projet est en cours de réalisation. Le public qui y participe voit bien que son avis sera certes pris en compte, mais pas autant qu'il pourrait le souhaiter. Au fur et à mesure des années, il devenait de plus en plus difficile de faire accepter les nouveaux projets et les enquêtes publiques montraient leurs limites. L'état d'esprit des Français avait changé. Dans les années 90, ils n'étaient plus disposés à accepter n'importe quoi, même si le projet était générateur de progrès, d'emploi et de bien-être pour la collectivité. L'intérêt général s'effaçait progressivement au profit de l'intérêt individuel. Ce fut l'avènement du NIMBY, Not in my backyard égale pas dans mon jardin. Le point d'orgue de cette période fut le TGV Sud-Est, qui a eu les pires difficultés pour se faire accepter. Nul n'en contestait l'intérêt, mais dès que la SNCF proposait un tracé, une opposition très violente se créait à proximité. Si le tracé changeait, l'opposition se déplaçait. La SNCF, épaulée par les pouvoirs publics, a réussi à réaliser cette ligne, mais avec des retards et des acrobaties techniques qui ont coûté fort cher aux contribuables. Ce phénomène n'est pas purement hexagonal, on le rencontre dans toutes les démocraties des pays riches. Il commence même à faire son apparition dans des pays a priori moins ouverts à la concertation, comme la Chine ou le Vietnam. En France, la situation est un peu compliquée en raison de nos traditions. On ne sait pas s'asseoir à une table pour débattre, au bout de 30 secondes, ça tourne au pugilat. Si vous n'êtes pas convaincu, essayez de parler politique au cours d'un repas de famille. De plus, notre administration jacobine et centralisatrice a une notion assez vague de ce que peut signifier le mot concertation. Devant ce constat, une recette miracle est avancée, le débat public. La circulaire dite Bianco en pose les premières bases en 1992. Les parlementaires, pris de vitesse, réagissent en promulguant la loi Barnier en 1995. Elle instituait entre autres le débat public. L'idée est d'organiser un débat pour tous les nouveaux gros projets, le plus tôt possible et en tout cas avant que les travaux ne commencent. La mise en débat se fait sans tabou, tous les sujets peuvent être abordés. Pourquoi, comment, combien, quand, mais aussi les impacts sanitaires, environnementaux et socio-économiques. Enfin, le maître d'ouvrage doit également présenter les alternatives au projet, en d'autres termes ce que l'on pourrait faire ou ne pas faire à la place. Cette dernière partie est la plus redoutée car elle oblige à exposer les raisons profondes qui ont conduit à lancer le projet. On voit tout de suite les difficultés du débat public. Comme il intervient très tôt dans la vie du projet, les études du maître d'ouvrage n'en sont qu'au stade préliminaire. Il manque donc beaucoup de données intéressantes pour le débat. Par exemple, pour une ligne haute tension ou une ligne de TGV, le tracé n'est pas connu. C'est dommage, car on ne réagit pas de la même manière si la ligne passe à 100 mètres de chez soi ou à 30 km. Ce manque de précision frustre systématiquement le public. Mais que faire ? Au moment de l'enquête publique, toutes les données nécessaires au débat sont connues, mais le projet est déjà à moitié réalisé. Au moment du débat public, rien n'est irréversible mais il manque des données essentielles. EDF ne connaît pas le débat public, car depuis sa création, aucun nouveau projet de centrale électrique n'a vu le jour. Les seules expériences concernent les lignes à haute tension, domaine de RTE, filiale d'EDF. Mais depuis la libéralisation du secteur de l'électricité, les deux entités prennent soin de ne plus beaucoup se parler, de peur de se faire rappeler à l'ordre par la Commission de régulation de l'électricité, CRE, le nouveau gendarme du système électrique français. L'expérience accumulée sur les débats publics est assez conséquente, mais elle concerne surtout des ouvrages linéaires. Aucun n'a eu lieu sur le nucléaire, à l'exception de celui du remplacement de l'usine d'enrichissement d'uranium à Pierre-Latte dans la Drôme. Ce projet n'a donné lieu qu'à un débat public organisé par le maître d'ouvrage. Cette version appauvrie a été retenue, car il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Il s'agissait d'un remplacement de l'usine d'enrichissement d'uranium. Ce type d'installation manipule des substances très peu radioactives et dans le Tricastin,
qui vit quasi exclusivement du nucléaire, se déclarer contre le projet tient de la provocation. Paradoxalement, fin 2004, il y a 3 débats importants sur le nucléaire en gestation. La nouvelle centrale d'EDF, le devenir des déchets radioactifs et ITER. Ce nouveau challenge qui se profile fait frémir de plaisir tous ceux qui s'intéressent à la démocratie participative. Le 25 novembre, plusieurs associations de défense de l'environnement 4 se groupent pour proposer un dispositif d'accompagnement du débat. Dans un document commun envoyé à la CNDP et rendu public, ils exposent d'abord les difficultés du débat à venir, la complexité du sujet et surtout une décision. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.